Cette fois-ci, ce mandat-ci, il ne se contente pas de parler. Il agit, ou du moins il tente d'agir le plus vite possible avant que d'éventuelles pesanteurs institutionnelles ou un rapport de force modifié ne viennent l'entraver. Sans scrupule ni prise en compte de la morale universelle ou du droit international, Donald Trump, l'ancien et nouveau président des États-Unis, a choisi de porter ouvertement un projet de nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Prendre Gaza et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est le plan de Donald Trump exposé hier lors de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire notre travail. Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes. Bien entendu, l'indignation est de mise dans de nombreux pays, mais pas forcément au niveau où on pourrait l'attendre. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement français, n'a par exemple pas osé parler de nettoyage ethnique ou de tout ce qui relève du respect du droit international. Je veux réitérer ici le fait que la France est opposée pleinement au déplacement des populations. C'est un sujet de déséquilibre dans le Moyen-Orient, évidemment, qui est contraire à la solution à deux États que nous prônons depuis des années. Je rajouterai que les déclarations sont probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Nous avons encore des otages, nous avons possible déstabilisation de ce territoire qui est à feu et à sang depuis trop d'années. Et par conséquent, nous en tenons à notre politique qui n'est pas de déplacement des populations, la recherche d'un cessez-le-feu temporaire vers un processus de paix et une solution à deux États. Trump tente de faire bouger les lignes sur la Palestine, mais il fait déjà face à la dure réalité de l'interdépendance à peine sa guerre commerciale lancée contre le Mexique, le Canada et la Chine, entre autres, et poursuit sa guerre idéologique contre les minorités sexuelles, mais également contre l'aide internationale. Jusqu'où ira-t-il? Peut-on affirmer désormais qu'un fasciste siège à la Maison-Blanche pour le plus grand malheur du monde? Ce sont quelques-unes des questions que je m'en vais poser à Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont le dernier en date est L'art de la paix, paru chez Flammarion. C'est l'heure du monde n'a pas de centre, sa chronique internationale sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors avec Donald Trump, on s'est habitué à beaucoup de choses, mais sa manière d'endosser ouvertement un projet de nettoyage ethnique en violation totale des lois internationales ne t'a-t-elle tout de même pas surpris, estomaqué? Estomaqué certainement. Surpris, pas tellement, parce que le propre de Trump, c'est qu'il est capable de tout. Ça ferait penser à une fameuse phrase de Michel Audiard que je ne répéterai pas ici. C'est pas le premier de ces comportements fantasques et à la limite non seulement de la provocation mais de l'ignominie, comme tu le rappelais. Donc la surprise, elle est relative. Son premier mandat nous avait quand même offert des choses assez étonnantes, hein. Faut quand même pas l'oublier. Ça m'a estomaqué parce que la question que je me suis posée, et qu'on risque de se poser pendant un bon bout de temps, c'est est-ce que là, cette fois-ci, le pavé qu'il a lancé dans la mare, c'est sa diplomatie, ne va pas lui retomber sur le pied. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de problèmes qui se trouvent en jeu, de risques qu'il encourt, et le premier de ces risques, il est pas à négliger, c'est une perte de crédibilité. Quand on vise trop haut et que l'on ne parvient pas à atteindre la cible, ou le résultat que l'on obtient est bien en dessous de ce que l'on a annoncé, là, il y a une question d'image. Quand il avait dénoncé les accords du GPOAC sur le nucléaire iranien, le traité du 14 juillet 2015, le risque était quasiment nul pour la diplomatie américaine. Quand il avait supprimé son aide à l'UNRWA, qui s'était retiré de l'UNESCO, tout ça, c'était des décisions
décision violente. Mais le risque pour la diplomatie américaine était asymptotiquement nul. Là, cette fois-ci, les risques sont quand même très importants. Voyons-les. J'en vois surtout 3 majeurs. Le premier, c'est la simple faisabilité de la chose. Est-ce qu'on déplace 2 200 000 personnes comme ça? Évidemment, non. Donc la technique même de réalisation de cette horreur, parce que comme tu l'as dit très justement, c'est de la déportation, c'est de l'épuration ethnique, pose problème. Deuxièmement, il est en train, en faisant cela, de radicaliser le monde arabe en général et les diplomaties arabes qui s'étaient engagées dans la voie incertaine du compromis, voire de la compromission. Je pense au fameux accord dit d'Abraham qui laissait pour compte la Palestine. À l'époque, le risque n'était pas très important. Mais là, effectivement, on voit que les États arabes, les gouvernements arabes, ont peur de suivre Trump, et ils ont raison d'avoir peur, parce que la pression de l'opinion publique risque d'être telle que c'est leur légitimité, leur survie qui se trouve en cause. Se trouver démenti par ses alliés arabes, ce qu'a déjà fait M. Sisi, qui n'est pourtant pas un islamo-gauchiste, disons, c'est ce qu'a fait le roi de Jordanie, c'est ce qu'ont fait les dirigeants des principautés des États du Golfe, et je pense en particulier aux Émirats arabes unis, pourtant signataires des accords d'Abraham. C'est quand même une gifle, tout ça, pour la diplomatie américaine. Mais il dit qu'il va réussir à trouver un moyen de convaincre l'Égypte et la Jordanie, et on pense notamment à une sorte de chantage d'aide à l'Égypte, l'aide à l'Égypte, parce que l'Égypte est absolument dépendante de l'aide financière américaine. Oui, alors je voudrais juste ajouter mon 3e risque, et puis je réponds ensuite à ta question. Le 3e risque, c'est qu'il apparaît à la face du monde comme étant le grand ennemi du droit international et des principes du droit international, ce qui le conduit d'ailleurs en réaction à cette attitude totalement ridicule de sanctionner les juges de la Cour pénale internationale. Mais là, ça veut dire qu'il va plus loin que Poutine et surtout que Xi Jinping, n'est-ce pas? Et donc, vis-à-vis même de ses alliés européens, bonjour, tout ça lui posera problème. Alors maintenant, effectivement, tu poses la question qui est au centre de la réflexion, à savoir, est-ce que tous ces risques que je viens d'énoncer et qui ne sont pas petits ne vont pas être compensés par une pression, et notamment une pression économique sur les alliés. Alors, laissons la question ouverte. Moi, je ne suis pas, je l'ai dit plusieurs fois, auteur d'horoscope, je ne sais pas faire. Mais la question est, qu'est-ce que de l'économique et du social va l'emporter? C'est effectivement les considérations économiques pousseraient l'Égypte en particulier, mais la Jordanie également, à céder, à plier. Mais c'est à ce moment-là, de manière quasi assurée, un risque social pour ces gouvernements. Oui, social et politique, mais je veux dire, venant d'une réaction de la profondeur de la société. Il ne faut pas oublier ce paramètre social qui, par exemple, a interdit à MBS de signer ces fameux accords dits d'Abraham qu'il voulait autrefois signer. Et on s'est aperçu que l'opinion publique saoudienne était de toutes les opinions publiques arabes la plus favorable à la cause palestinienne. Donc tout ça n'est pas mort. De même que la résistance palestinienne n'est pas morte, contrairement à tout ce que l'on entend. Et là, je connais des mains du Hamas qui doivent se frotter en ce moment en disant la phrase que j'attendais est enfin venue, la preuve est que nous sommes sous la menace d'une épuration ethnique. Donc, on peut encore effectivement faire le calcul d'un passage en force. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop, mais de toute manière, il va perdre énormément de plumes dans cette affaire. C'est un risque que je ne crois pas calculer, parce que cet homme est peut-être un businessman, mais c'est pas un calculateur, c'est pas un stratège, c'est un communicant. Les communicants ne sont pas calculateurs. Les communicants font confiance à la force de la parole exprimée, et plus cette parole est
est brutal, plus il considère qu'ils sont en mesure de gagner. Ce qui lui a porté chance jusqu'ici. Parce qu'effectivement, on s'est aperçu que les gaffes les plus énormes qu'il commettait, notamment durant son premier mandat, renforçaient sa popularité. Et donc, du coup, il adhère à cette idée que la phrase choc est une ressource politique très importante. Maintenant, là, on a dépassé l'arme rhétorique, on entre dans la profondeur même de l'humain, c'est-à-dire cette répugnance communément partagée pour tout ce qui est déportation de population. Je dirais même, ça va atteindre la conscience israélienne. La déportation, ça a un sens dans la mémoire israélienne. Voir que l'on impose le même sort aux voisins palestiniens, tout ça est une crise dans l'ordre des légitimités. Je pense que là, il a peut-être franchi une ligne qui peut lui être coûteuse. Alors, 80% selon les sondages de la population israélienne est favorable à ce plan. Et d'ailleurs, on a vu des images sur E24 News en français où l'animateur Claude Siard a rendu totalement incontrôlable un commentateur qui refusait que le mot déportation soit utilisé, bien entendu, parce qu'il sait la charge puissante de ce mot dans l'imaginaire et dans la mémoire israélienne. Alors, certains Américains pro-palestiniens avaient surnommé Joe Biden Genocide Joe. Quelques musulmans ont même voté pour Trump en disant qu'il ne pourrait pas être pire de toute façon. Est-ce que son tropisme pro-israélien grossier représente un tournant par rapport aux années Biden ou juste une forme de gradation? En gros, Biden a fermé les yeux sur la destruction de Gaza. Trump prend acte, selon le bon sens commun, que Gaza est inhabitable et organise la déportation. Est-ce que ce n'est pas un partage des rôles entre démocrates et républicains? Alors, d'abord, on perçoit que le centre de gravité de la faute dans le conflit israélo-palestinien est bien à Washington. C'est-à-dire que la présidence Biden nous a éclairé sur le fait que si cette destruction de Gaza était possible, c'est parce que les États-Unis continuaient à livrer des armes. Ça paraît évident comme ça, mais c'est gravissime, parce que il est rare de trouver une logique conflictuelle depuis 1945 qui soit à ce point centralisée entre les mains d'un seul dirigeant de la planète. Alors évidemment, il y a eu la guerre du Vietnam, tu me diras. Mais la guerre du Vietnam, c'était une implication directe des États-Unis. Là, on voit comment une guerre dans laquelle les États-Unis ne sont pas impliqués est véritablement comme conditionnée par un bouton qui serait à la Maison-Blanche et sur lequel Biden n'a pas voulu appuyer pour revenir à la position off. Bon, ça, c'est un premier élément. On s'aperçoit maintenant avec Trump, et c'est là que l'on peut apprécier le glissement, évaluer le glissement, que la puissance et la brutalité prennent une autre incarnation. Et ça, c'est peut-être le fait majeur des relations internationales immédiates, c'est-à-dire le tournant post-élection de novembre 2024, à savoir que on a ravalé la façade de la puissance. La puissance du temps de la bipolarité, elle était redoutable mais polissée à travers la dissuasion, à travers l'idée de coexistence pacifique, d'équilibre de puissance, c'est-à-dire chacun était de plus en plus puissant mais veillait à ce que les relations soient équilibrées, la concertation aussi, non pas le multilatéralisme qui n'a jamais vraiment existé, mais cette concertation entre puissants que représentait le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de déshabillage de la puissance qui apparaît à l'état brut et qui apparaît sous une vertu nouvelle et particulièrement cynique, qui est ces vertus de ruissellement. Bénéficier de ma puissance parce que celle-ci permettra de tout résoudre. C'est ça le credo de Trump. Ça veut dire effectivement
qu'il n'est même plus nécessaire de montrer que cette puissance est vertueuse, ça c'était les néoconservateurs, il suffit de montrer que la puissance est là pour régler les problèmes, en quelque sorte. Et du coup, la puissance se dépouille de tout ce dont j'ai parlé, concertation, équilibre, droit. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette puissance est en train de s'affirmer contre le droit international. C'est-à-dire tout ce qui a été patiemment construit par la communauté internationale depuis des décennies, voire des siècles. Tout ça est annulé. Il est même plus nécessaire de se reporter au bien comme le faisait George W. Bush et les néoconservateurs. Il n'est même plus nécessaire de prendre en compte l'autre. Mais est-ce qu'en ce sens, c'est pas justement la preuve paradoxale de la déchristianisation de l'Amérique? C'est-à-dire, George W. Bush, comme les démocrates, ont toujours emprunté un imaginaire relevant du bien et du mal. Et Trump, pas du tout, malgré le fait qu'il soit soutenu par un grand nombre de personnes, de chrétiens pratiquants. Le logiciel, disons, de la destinée manifeste prend un coup aussi, non? Oui et non, parce que on trouve derrière, et tu as raison de le rappeler, comme principal soutien de Trump, les églises évangéliques et tout ce mouvement, ce nouveau mouvement religieux qui considère que justement c'est la force, c'est même Armageddon qui permettra de délivrer l'humanité. Mais ce qui est intéressant, quelle que soit la position du religieux là-dedans, c'est que c'est le postulat selon lequel seul l'usage de la force permet de tout régler. Et je dirais même de la brutalité. Alors, j'ajoute deux éléments qui sont très importants pour comprendre l'équation trumpienne. C'est l'usage de la force, mais si possible, pas de l'instrument militaire. Parce que ça coûte trop cher. Ce qui compte, c'est montrer nos muscles et que l'on plie devant la beauté de notre musculation. Voilà, c'est ça. Mais d'autre part, ce qui est éminemment redoutable, c'est que dans ce jeu, non seulement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de valeur, mais il n'y a plus de reconnaissance d'altérité. C'est-à-dire qu'on est dans l'hyper-centralité. Ce que je décide, c'est nécessairement bien, parce que ce qui importe pour le cours des choses, c'est qu'on puisse décider. C'est pas la nature de la décision, c'est la capacité de décider. Voilà. Et ça ressemble beaucoup à la logique entrepreneuriale. C'est-à-dire, cet homme, c'est un promoteur immobilier. Ce qu'il veut faire à Gaza, c'est une promotion immobilière, en disant, finalement, ça ruissellera et ça bénéficiera à tout le monde. Alors, même si ce que Donald Trump veut provoquer, c'est un rapport de force, même s'il veut agrandir la fenêtre d'Overton avant tout, est-ce que cela ne traduit pas tout de même ces propos-là un schéma de pensée profondément fascisant? Tu as employé le terme qui devient pivot, qui est le terme de rapport de force. Effectivement, il suffit de montrer le rapport de force pour remporter la décision et donc conserver l'ordre. Ce qui est une équation fascisante, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça irradie, ça contamine. Moi, j'ai été absolument estomaqué, pour reprendre le terme de tout à l'heure, lorsque j'ai entendu en France M. Retailleau dire avec l'Algérie, il faut établir un rapport de force. Enfin, un pays qui a été le colonisateur de l'Algérie, un pays qui a fait cette guerre d'indépendance qui a coûté à peu près 1 million de morts à l'Algérie, un pays qui est aujourd'hui une puissance nucléaire et qui parle d'un de ses voisins au-delà de la Méditerranée en disant pour régler nos problèmes avec lui, il faut utiliser le rapport de force. Moi, ça m'a glacé, ça m'a fait frissonner cette idée. Mais elle est très trumpienne. Retailleau, qui est l'homme le plus populaire à droite désormais, semble-t-il. Et c'est très trumpien, c'est pour ça que je me permets de prendre cette illustration. C'est très trumpien comme réaction. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne peut plus ou on ne veut plus plaider en valeur, qu'on ne veut plus ou qu'on ne peut plus plaider en droit, eh bien, on vient cette fois-ci plaider effectivement en termes de rapport de force.
Alors, ce que je voudrais te dire, justement, en écho à ta question, c'est que c'est vrai que ça a des connotations de néofascisme, mais surtout, tout ce qui s'est passé depuis 1945 montre que ça ne marche pas. Et alors, du coup, le paradoxe, il peut être rassurant d'un certain point de vue, en disant, bah, quand même, il y a une résilience humaine. On le voit d'ailleurs, le peuple ukrainien dans sa capacité de résilience, et puis on le voit partout, en Afrique, au Moyen-Orient, ce paramètre de la résilience. Donc ça, c'est le côté jardin, c'est le côté plutôt rassurant, mais c'est un côté très inquiétant. Pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas, et que ceux qui sont titulaires de cette formule sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, un degré de plus dans l'escalade, dans l'usage de la pression ou dans l'usage de la force. Et là, dans l'usage de la pression pour rendre la vie impossible à Gaza et obliger les gens à partir. Voilà. Et ils comptent sur la lassitude et également, finalement, ce sentiment de protection. C'est-à-dire quand on est un parent, un père ou une mère à Gaza, si on nous propose un billet d'avion pour partir avant une campagne de bombardement, on est tenté de dire oui. Alors ça, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est comment ça se passait. Quand le nouveau ministre israélien de la Défense a annoncé hier ou avant-hier qu'il avait donné pour instruction aux armées israéliennes de favoriser la sortie de Gaza des Palestiniens qui le souhaiteraient, c'est exactement misé sur l'intérêt individuel immédiat, et je dirais même le soulagement individuel. L'instinct de survie. L'instinct de survie. L'instinct de survie, exactement d'ailleurs, le même instinct qui incite à la migration. Hein. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on essaye d'encourager cela à Gaza, là où on veut à tout prix le décourager ailleurs, mais c'est le même instinct qui se trouve mis en avant. Et donc, on voit bien que c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'effet de ruissellement de la puissance. C'est-à-dire... C'est aussi l'organisation du non-choix. Oui, et c'est mettez-vous sous l'aile protectrice de ma puissance, parce que c'est la seule façon pour vous de vous en sortir. Ça, effectivement, c'est le pari. Et c'est quelque chose qui est bien connu de la sociologie, c'est-à-dire parier sur l'intérêt individuel pour décourager le mouvement social collectif. C'est bien connu, même dans les travaux qui portent sur le syndicalisme, sur les mouvements sociaux, qui l'ont déjà mis en évidence. Ça peut fonctionner, et à mon avis, ça va fonctionner. D'ailleurs, ça a déjà fonctionné. À un certain nombre de pourcentages. En tout cas, il peut diminuer largement la population de Gaza et diminuer les équilibres démographiques, parce qu'une bande de Gaza avec très peu de femmes et très peu d'enfants, c'est-à-dire les premières personnes qu'on met à l'abri, c'est une société qui devient finalement moins féconde et moins vivable. Une société d'hommes, c'est aussi une société qu'on peut plus facilement frapper. C'est ce qu'on appelle l'ethnicide et le génocide, hein, très exactement. Priver la société de ses forces vives. D'ailleurs, on a entendu, lors de ce fameux match de football à Amsterdam, des gens crier « On a tué les enfants palestiniens, donc les Palestiniens ne vont pas se reproduire. Hein. » C'est des formules terribles, effarantes, qui n'ont pratiquement été dénoncées par personne. Hein. Mais si cette option existe déjà et qu'elle est à prendre en considération et qu'elle peut avoir un certain résultat, il n'est pas évident que le résultat atteindra le seuil critique. Nous parlons quand même de 2 200 000 personnes. Si même, par je ne sais quel mécanisme intellectuel purement hypothétique, les 2 200 000 Gazaouis avaient la même idée et le même choix, l'organisation de leur départ vers d'autres destinations accueillantes deviendrait pratiquement impossible. Donc tout ça, justement, touche les frontières même du réalisme, du possible. Ce qu'il risque donc de se produire, peut-être une seconde Narda, effectivement, telle que celle qu'on a connue en 1947-1948, mais il risque aussi de se
produire des contractions sociales extrêmement fortes, d'autant qu'on ne peut pas indéfiniment séparer le dossier de Gaza et celui de la Cisjordanie. Et là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire, si cette opération se fait sur Gaza, elle aura inévitablement une répercussion sur la Cisjordanie et peut-être même sur la population palestinienne d'Israël, la population arabe d'Israël. Donc il faut aussi voir l'effet de système, sans compter les Palestiniens de Jordanie et les Jordaniens, sans compter l'opinion publique arabe. Tout ceci est quand même extraordinairement fragile et redoutable. Et c'est la raison pour laquelle moi je considère que il risque de recevoir, M. Trump, quelques gifles pour sa diplomatie. Rien n'est pire pour une superpuissance qu'on lui fasse la démonstration qu'elle est limitée dans ses capacités. C'est un peu le drame de Biden pendant les 15 mois où il a eu à gérer ce conflit, et 12 visites pour rien du secrétaire d'État Anthony Blinken dans la région du Proche-Orient. C'est un peu la gifle que Trump a reçu, dont on ne parle pas beaucoup, de la part de Panama, lorsque M. Rubio a annoncé que maintenant les navires américains étaient dispensés, états-uniens étaient dispensés de payer des droits pour passer le canal de Panama. Le lendemain matin, le gouvernement panaméen a annoncé que c'était tout à fait faux, que jamais cet accord n'avait été donné. C'est quand même on va reparler de la guerre économique de Trump, mais parlons un peu de la France qui a fait le service minimum face aux déclarations de Trump avec une Sophie Primas qui ne parvient même pas à dire que le président américain a prononcé des propos contraires au droit international et constitutifs d'apologie de crimes contre l'humanité, voire d'aveu d'un projet de crime contre l'humanité. Pourquoi la France se tait? Enfin, elle ne se tait pas, mais ce qu'elle dit... c'est une banalité. Tout ça s'inscrit dans une logique que l'on connaît bien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La France se dit toujours partisan d'une solution à deux États, mais refuse de reconnaître l'État palestinien. L'attaque israélienne sur Gaza a fait officiellement 47 600 morts, mais tout porte à penser qu'on est autour des 100 000 morts. Pas une sanction n'a été prise par le gouvernement français pour réagir à cela. Enfin, imaginons un autre pays, un pays européen, ou imaginons même Israël, qui ait eu le tel taux de morts, 100 000 morts à Gaza, ça fait... une proportion de l'ordre du 40e, c'est-à-dire c'est comme si en France il y avait eu 1,5 million de morts. Donc imaginons que la chose se soit produite dans un pays considéré. À ce moment-là, la mécanique des sanctions aurait été absolument irrépressible. Bon, tout ça pourquoi? On en a souvent parlé. Je crois que cela renvoie à énormément de choses, mais principalement à cette conviction partagée par une part importante de la classe politique française qu'Israël représente la pointe avancée de la civilisation occidentale au Proche-Orient. Ce qui est un argument absurde, parce que moi, ce qui me paraît être la pointe avancée de notre culture au Moyen-Orient, c'est le droit international. Donc, c'était pas du tout la bonne piste. Et ce qui me paraît quand même enlever tout sens profond aux sanctions légitimes qui ont été prises contre M. Poutine. On a eu tout à fait raison de se dresser contre M. Poutine, mais qu'on m'explique un jour tranquillement en quoi ce que Netanyahou peut faire, Poutine ne peut pas le faire. Quand on a commencé à parler d'un début de déportation des enfants ukrainiens, ce
qui a été amorcée, effectivement. Il y a eu une réaction extrêmement vive. Là, quand on banalise, que même on légalise et moralise l'idée de déportation, il n'y a même aucune menace de sanction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a même aucune menace de sanction. Et là, dernier chapitre, mais on est presque dans le comique, dans le tragicomique, Monsieur Trump qui annonce des sanctions contre les juges de la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? On imagine très bien Al Capone décidant effectivement qu'il faut sanctionner les juges des institutions judiciaires et des tribunaux qui l'ont condamné. Évoquons maintenant la guerre économique tous azimuts de Donald Trump qui ne se passe pas aussi facilement qu'il l'aurait souhaité. Dans son camp, déjà, des dissensions se font entendre, notamment avec le sénateur républicain Ron Paul, qui martèle que les tarifs douaniers sont d'une manière ou d'une autre des taxes. You know, tariffs are taxes, and anything that increases the cost of a good will ultimately increase its price. Now, generalized inflation or a generalized increase in prices is caused by debt and the Federal Reserve buying the debt and a devaluation of every dollar. But individual prices going up in areas where there are tariffs absolutely happens, and it actually does affect trade. Et les cibles des menaces douanières de Trump ne sont pas restées passives et ont contre-attaqué à l'image de la Chine. La Chine a annoncé de nouvelles contre-mesures face à la récente augmentation de 10% des droits de douane américains. Le ministère chinois du Commerce et l'administration des douanes ont déclaré que pour sauvegarder les intérêts de la sécurité nationale, la Chine imposera des contrôles à l'exportation sur les produits liés au tungstène, au tellure et au ruthénium. La Chine a également annoncé des droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié et de 10% sur le pétrole brut, les machines agricoles, les véhicules de grosse cylindrée et les camionnettes. Alors, Bertrand, la guerre commerciale de Trump est-elle perdue avant même d'avoir commencé? Je pense que dans l'état de l'économie mondiale et de ce que l'on appelle communément la mondialisation, toute guerre commerciale est perdue par avance. Pourquoi? Parce que l'on n'arrive pas à comprendre que le propre de la mondialisation, ce n'est pas l'échange en tant que tel. C'est ça l'erreur. L'échange en tant que tel, ça renvoie au néolibéralisme qui n'est qu'une incarnation de la mondialisation. Ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond qui est l'interdépendance. C'est-à-dire le propre de la mondialisation, c'est si je porte un coup à l'économie de l'autre, je porte mécaniquement, obligatoirement, nécessairement, automatiquement un coup à ma propre économie. Donc, effectivement, pourquoi la bourse aux États-Unis se porte mal? Pourquoi des voix s'élèvent aux États-Unis et dans certains milieux, tout particulièrement contre ces politiques tarifaires? Pourquoi ils reculent si vite ou ils diffèrent? Tout simplement parce qu'on voit l'effet désastreux que ça va avoir sur l'économie états-unienne. Alors, la guerre tarifaire, c'est un formidable slogan sur le marché électoral. Parce que quand vous dites aux consommateurs ou aux producteurs, aux citoyens des États-Unis, on ne va pas se laisser damer le pion pour notre industrie automobile, pour notre industrie chimique, pour notre industrie extractive, etc. Ils disent bravo, quel homme, enfin, quelqu'un qui sait réagir. Mais quand on sait la structure de la consommation du public américain, c'est-à-dire qu'il se chausse avec des chaussures fabriquées en Chine, qu'il manipule des instruments électroniques dont bien des composantes viennent effectivement de l'économie chinoise, quand il sait à quel point il dépend de l'économie canadienne ou de l'économie mexicaine, c'est une tragédie. C'est-à-dire, peut-être va-t-il gagner sur le plan des prélèvements publics, M. Trump, mais il va perdre tout ça par une crise économique qui risque de lui être fatale et être fatale à l'économie publique des États-Unis. Donc tout ça est absurde. Ça prouve qu'on est à nouveau dans la dictature du slogan et de la communication dont on parlait
au début. Bon, ceci dit, ça risque quand même de faire très mal parce que c'est un homme... Quand on est dans une politique de la communication, on ne peut pas se dédire trop vite quand même, parce qu'à ce moment-là, la communication suivante, elle n'est plus crédible. Donc c'est là que le ciel est en train de se charger, et c'est la raison pour laquelle ce petit jeu n'est pas à prendre trop au sérieux, mais assez et suffisamment pour comprendre qu'il va faire des dégâts aux États-Unis, partout ailleurs dans le monde. Il reste tout de même de ça une impression que Donald Trump veut aller au bout de ce qu'on peut appeler l'effet de puissance. On en parlait il y a quelques minutes, sans égard à ce qu'on appelait le soft power. On voit ça avec la guerre à l'aide internationale qu'il mène avec son comparse Elon Musk, notamment en fermant l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Le siège de l'USAID à Washington a été fermé. Cette décision intervient après les critiques d'Elon Musk et l'annonce d'un accord avec Donald Trump pour fermer l'agence qui supervise des programmes humanitaires et de sécurité dans 120 pays. Lundi matin, les employés ont reçu l'ordre de ne pas venir au siège. Pendant la nuit, 600 employés ont été verrouillés hors du système informatique. Ceux qui avaient encore accès ont reçu un email annonçant la fermeture des bureaux le 3 février. Enfin, le site web de l'agence a également disparu. Elon Musk a affirmé avoir parlé à Donald Trump et que le président était d'accord pour fermer l'USAID. Elon Musk et certains républicains accusent l'agence de promouvoir des causes progressistes au lieu de se concentrer sur l'aide au développement. Des parlementaires démocrates dénoncent une décision illégale. Selon eux, Donald Trump n'a pas le pouvoir de fermer l'USAID sans l'accord du Congrès. Alors, quel est l'objectif stratégique derrière cette brutalisation tous azimuts, Bertrand ? Le problème est là, c'est-à-dire que je crois que la vraie stratégie, c'était une stratégie de conquête du pouvoir. Parce que là, tous ces arguments-là, ils fonctionnent magnifiquement pour prendre le pouvoir. C'est exactement comme le Rassemblement national en France, c'est-à-dire qu'il aligne tous les truismes, tous les poncifs capables de plaire à court terme, mais qui ne peuvent pas être traduits en politique publique. Donc effectivement, on croit qu'en prenant le pouvoir, le plus dur a été fait, alors que c'est le plus simple, c'est le pain blanc qui a été mangé, en quelque sorte. Maintenant, la conversion d'une politique de communication en politique publique est quelque chose d'extraordinairement difficile, et c'est là qu'il va falloir regarder. J'ai peur à ce moment-là, pour répondre à ta question, ce que j'appellerais aux stratégies de compensation. C'est-à-dire pour voiler là où on a été obligé en toute priorité de céder, on va taper plus fort là où il est moins urgent de concéder. Du coup, en fait, parce qu'on a abandonné la bataille des tarifs douaniers face à la Chine, on peut taper fortement les pays pauvres d'Afrique qui... Par exemple, ou alors, tout à fait remarquable... ou même l'Europe. Oui. Alors, tout à fait remarquable, les relations États-Unis-Mexique, où effectivement on a menacé de barrières tarifaires qui étaient absurdes, puisque l'interdépendance entre les deux économies américaines et mexicaines, états-uniennes et mexicaines, était très forte. Donc il a tout de suite reculé, et pour voiler son recul, qu'est-ce qu'il a sorti ? Grâce à cela, le Mexique a accepté de mobiliser je ne sais plus combien de milliers d'hommes pour se projeter à la frontière mexicano-états-unienne. Voilà une première politique de compensation. Ce que l'on ne peut pas mettre à exécution dans le vœu tarifaire, on le traduit en politique de répression en matière d'immigration. On voit la même chose en France. C'est-à-dire tout ce que l'on ne peut pas faire sur le plan des finances publiques, on le traduit par une stigmatisation du migrant, par la dénonciation, par l'augmentation des OQTF et tout ce qui s'ensuit. C'est cette gouvernance par la compensation, c'est-à-dire où la compensation symbolique viendra atténuer la honte de la reculade économique qui est à craindre, et ça peut conduire effectivement, alors comme tu dis,
à sacrifier les plus pauvres, les plus lointains, ceux qui ne portent pas un risque de déstabilisation pour le système états-unien. Ça risque aussi de conduire à des politiques d'entente plus ou moins explicite avec les autres dictateurs de la planète. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que quand on est à l'extrême droite, en Europe c'est exactement la même chose, et bien de plus en plus on est porté à l'indulgence à l'égard des dictateurs, parce que c'est ce qu'on appelle la politique de compensation. Alors, dans le même temps, Trump et Musk s'en prennent au gouvernement sud-africain qu'ils accusent de vouloir spolier les propriétaires blancs de terres agricoles selon une rhétorique digne des nostalgiques de l'apartheid, la rhétorique du racisme anti-blanc. Hein. Apartheid en Palestine, nostalgie de l'apartheid en Afrique du Sud. N'y a-t-il pas, chez ceux qui dirigent les États-Unis, un puissant désir d'apartheid finalement ? En tout cas, ce qui est sûr et qui est historiquement documenté, c'est que tous ces personnages ont des liens historiques avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. Donc, effectivement, ça doit trotter dans leur tête. J'ai vu récemment que M. Rubio a annoncé qu'il n'irait pas en Afrique du Sud pour le sommet du G20. C'est une façon aussi de marquer son opposition. Alors, la maladresse, je pense, de Ramaphosa, président sud-africain, a été de se rapprocher de Poutine, ce qui prête le flanc à la critique. Mais en même temps, c'est un homme qui a eu le courage d'aller devant la CIJ pour dénoncer justement cette politique d'épuration ethnique et de génocide, de risque génocidaire en Palestine. Donc c'est un personnage qui est un peu dual dans sa configuration, et je pense que la diplomatie internationale, et notamment la diplomatie américaine, risque de jouer sur cette dualité, mais c'est sûr que... Mais au-delà du rapprochement avec Poutine, l'Afrique du Sud, membre des BRICS, est finalement l'allié la plus efficace de la Chine. Sur le continent. Oui, alors tu sais à quel point je n'aime pas qu'on dise allié, parce que le allié est une projection des obsessions occidentales, hein, ça appartient au vocabulaire de l'histoire occidentale, l'alliance, alors que en Chine ou en Afrique du Sud, le mot alliance n'a pas le sens qu'il peut avoir dans notre propre histoire. Donc, il faut faire attention. Mais on néglige, alors ce que tu désignes, c'est cette nouvelle forme de diplomatie que j'ai souvent appelée la diplomatie du polyamour, de l'union libre, c'est-à-dire où le partenariat est beaucoup plus souple et ne correspond plus à des logiques d'alignement. Alors l'Afrique du Sud joue ça à fond, et Poutine et la Russie en ont profité pour se constituer, non pas de nouveaux alliés, c'est là qu'il faut corriger notre vocabulaire, mais des partenaires qui lui permettent d'éviter l'isolement. La grande faute, parmi tant d'autres. Surtout l'Afrique du Sud se souvient que la Russie n'a pas soutenu l'apartheid, contrairement aux Occidentaux, c'est-à-dire dans sa lecture... L'URSS. La Russie, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Ou la Chine, dans sa lecture, elle a une lecture tout à fait différente. Mais disons que ce qui est frappant, c'est la fabrication d'un problème, c'est-à-dire la réforme agraire sud-africaine est une toute petite réforme. En fait, on fait d'un problème local un problème mondial, justement pour alimenter les fantasmes de l'extrême droite mondiale, notamment c'est ce fameux racisme anti-blanc, ce fameux pays qui veut se venger, etc. Toute une série de représentations qui finalement domine l'actualité, enfin l'agenda international, alors qu'il n'y a pas de problème là. C'est la fabrication d'un problème. Ah oui, non, mais ça va peut-être un petit peu au-delà encore. C'est la fabrication inédite d'un discours postcolonial. Je dis plus néocolonial, postcolonial, par les puissances coloniales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les puissances coloniales qui, en fait, ne misaient que sur le néocolonialisme jusqu'à présent, c'est-à-dire sur l'idée de trouver de nouvelles formes pour remplacer la colonisation comme mode de domination du Sud, voyant qu'elles n'y parviennent pas, commencent à produire un discours de dénigrement et de dénonciation des nouveaux régimes du Sud.
Autrefois, les coups d'État militaires en Afrique, on n'en parlait pas ou on les acceptait spontanément. Le nouveau chef d'État en treillis venait à l'Élysée sans aucun problème. Maintenant, on stigmatise cela, on stigmatise effectivement la politique agraire de l'Afrique du Sud. On stigmatise l'Algérie. Et c'est ce que j'allais dire. Et on stigmatise l'Algérie en dénonçant la rente mémorielle, en expliquant que de toute façon ce pays n'existait pas avant la colonisation, que c'est grâce aux colonisateurs qu'il existe. Enfin, toute une série de paradoxes comme ça, mais qui nourrissent des imaginaires inquiets de la population des anciennes puissances coloniales. Et effectivement, c'est une des incarnations, parmi d'autres, de cette forme nouvelle, cet avatar nouveau de la puissance des pays occidentaux, des pays du Nord, hein, parce que la Russie... puissance déclinante, quand même. Moi, j'aime pas le mot déclin parce que il faudrait le documenter. C'est pas si évident que ça. En revanche, de puissances qui n'ont plus la capacité de leur puissance. C'est ça qui est l'instant de vérité, ça sera ça. C'est-à-dire, vous mettez de nouvelles prétentions sur la table, est-ce que vous avez les moyens de le faire ? Et jusqu'à maintenant, et depuis 1945, je n'ai jamais vu une démonstration qui montrait que ces puissances pouvaient rétablir cette domination de manière forte. Alors, on va voir. Merci Bertrand Badi. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi sur les médias. Si vous avez apprécié cette émission et si vous voulez soutenir notre travail, allez sur lemediatv.fr/soutien et apportez-nous votre force. Merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information. Restez connectés aux médias.